Monsieur Pierre Kofi James, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans le cadre des rendez-vous d'e-magazine et Réveil FM, et vous êtes aujourd'hui à Paris, au passage à Paris pour la Chine, où vous mettez en place du 18 au 22 mai 2009 à l'Intercontinental Hotel, à Shanghai, le forum de promotion des matières premières de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire en Chine. Tout à fait. Ce forum de promotion des matières premières de Côte d'Ivoire à Shanghai a deux thématiques. Vous voyez dans l'intitulé du titre, il y a promotion des matières premières. Et il y a un deuxième point essentiel, c'est non-industrialisation de la Côte d'Ivoire en Chine. Donc voilà, donc nous avons voulu combiner deux axes majeurs, c'est ce forum qui doit promouvoir les matières premières et le but aussi de l'information technologique. Voilà un petit peu déjà pour la thématique et pour dresser un peu, le tableau de ce forum. D'accord. Alors pour les téléspectateurs, cet entretien va se dérouler en 4 parties. La première partie sera réservée à la présentation du cabinet PKD Conseil. La deuxième partie, le contexte et les grands axes majeurs. La troisième partie consacrée aux participants au niveau de la Chine ainsi que les secteurs cibles promus par ce forum. Et enfin, on parlera en dernière partie des objectifs financiers, politiques et culturels. Pour la première partie, monsieur Pierre Kofi James, le 1er septembre 2004, le cabinet est agréé par arrêté ministériel numéro 60. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter votre cabinet et les différents axes sur lesquels vous œuvrez? Tout à fait. Écoutez, déjà avant tout, c'est un cabinet juridique parce que je suis donc avocat, titulaire du CAPA, du certificat de profession d'avocat. Et ayant fait mes études en France, j'ai obtenu un 2SS en droit et pratique des affaires internationales à Nice, chez Antipolis, et je suis rentré dans la Côte d'Ivoire après une expertise dans un cabinet parisien. J'ai voulu ouvrir un cabinet juridique en Côte d'Ivoire, et non pas dans le métier du contentieux, mais plutôt dans le métier du conseil, d'où le fait de l'agrément délivré par le ministère de la Justice. Ce cabinet juridique a deux grands axes majeurs, ou deux prestations d'activité. La première, c'est un cabinet déjà d'une part qui comporte une originalité. La première originalité, c'est un cabinet juridique qui s'est spécialisé en droit d'immigration. Première chose, cabinet spécialisé en droit d'immigration. Nous pensons que nous sommes le premier cabinet, en particulier en Côte d'Ivoire, spécialisé en droit d'immigration. Nous sommes appelés conseils pour certaines ambassades, des pays occidentaux en Côte d'Ivoire, pour des travaux, qui concernent l'immigration. Nous avons été aussi, nous sommes le cabinet conseil pour la CEDEAO, qui concerne des questions de liberté et de circulation des biens et des personnes, quelquefois c'est des... Dans le cadre de l'OADA, l'harmonisation du droit des affaires. Du droit des affaires, et puis surtout du droit du droit des personnes, de la liberté de la circulation des personnes entre les pays de la CEDEAO et comment réguler une meilleure circulation des personnes. Alors, nous avons une deuxième activité dans ce cabinet, un deuxième pôle d'activité qui est le droit et pratique des affaires internationales. J'ai expliqué tout à l'heure que diplômé d'un DSS en droit et pratique des affaires internationales, j'ai cherché à avoir une niche de travail, un marché de droit, un marché de travail. Et dans ce marché du droit, il fallait innover. Donc j'ai pensé à travailler une prestation spécifique qui est le droit et pratique des affaires internationales sur les matières premières. Troisième originalité, c'est droit et pratique sur les matières premières, mais évidemment, quel pays? C'était la Chine-Afrique. L'intérêt de l'Afrique, l'intérêt de la Chine sur les matières premières était tellement patent qu'il fallait, pour moi personnellement, avoir une expertise pour accompagner, conseiller les opérateurs africains qui s'intéressent au marché asiatique, en particulier au marché chinois. Donc voilà un petit peu nos prestations. Et puis évidemment, dans cette prestation, il y a une logique qui se suit, c'est la logique de la formation. Nous formons les cadres supérieurs des grosses entreprises du secteur des matières premières qui s'intéressent au marché asiatique, au management culturel, à l'expertise, dans ces matières premières. Évidemment, pour terminer, du lobbying auprès des autorités en Chine comme en Côte d'Ivoire pour orienter les prises de décision dans l'intérêt de nos clients.
Alors, justement, au niveau du lobbying et la mise en place de tout ce qui est forums internationaux d'ordre économique, ce qui nous amène un tout petit peu ici dans le cadre du forum qui sera organisé du 18 au 22 mai prochain à Shanghai. La question c'est pourquoi Shanghai? La Chine en Shanghai, c'est pas 6000 km comme la Chine en France. Shanghai, c'est pas à la porte à côté. Pourquoi Shanghai? C'est une très bonne question. Moi je dirais c'est pas la porte à côté, mais je dirais le monde se déplace vers l'Asie. Une formule que j'aime bien utiliser parce que c'est une formule tellement juste. Le monde se déplace vers l'Asie. Déjà, la Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants. Quand vous prenez l'Asie, ça prend quand même une population énorme dans les rapports d'affaires internationaux. Donc, Shanghai aussi a une histoire. Shanghai est une ville importante en Chine, était le premier port mondial, je dirais, dans le monde. Et Shanghai a une histoire de commerce international. Bien avant l'instauration du communisme en Chine, Shanghai était quand même un port où les Hollandais, les Français, les Américains, les Britanniques commercialisaient entre eux. Après, c'est transformé sur Hong Kong et Singapour. Donc Shanghai, en ce moment, est une ville importante où les 500 plus grandes entreprises mondiales je dirais, sont implantées de manière très dominante et très visible. Et je dirais que les affaires se feront et se font déjà en Chine, en particulier en Shanghai. Est-ce qu'il y a une autre prérogative dans le cas du lobbying qui a décidé le choix de Shanghai? Non, je dirais non, Shanghai a été décidé par une vision, par la vision de l'initiateur du cabinet, donc moi-même. Donc c'était, je dirais, de manière opportuniste de choisir Shanghai par rapport à tous ces contextes historiques, politiques et économiques. Évidemment, les relations que nous pouvons avoir au sein de cette personnalité politique aussi bien en Chine qu'à Beijing qu'à Shanghai nous ont permis de choisir quand même Shanghai qui est dû au dynamisme économique. D'accord, avant de passer au deuxième thème, sur le contexte qui a prévalu cette organisation, la deuxième partie du mois, je voudrais qu'on revienne très rapidement sur le fait de l'immigration, qui est l'une des spécialités de votre cabinet, et aussi de la formation. La première question, c'est l'immigration. On connaît l'immigration beaucoup plus sud vers le nord. Est-ce que l'immigration nord vers le sud a été aussi déterminante dans le choix des thèmes de votre structure? Tout à fait. Écoutez, moi je suis, si je me permets de dire, un spécimen de ces jeunes qui veulent rentrer, de ces jeunes qui vont en Afrique, de ces jeunes qui prennent respect de l'Afrique et de ces jeunes qui gagnent. Et l'Afrique nous attend. Je suis de double nationalité, donc je suis franco-ivoirien, de mère antillaise, en Guadeloupe, de père ivoirien. Formé ici en France, j'ai vécu en France et j'ai voulu rentrer. Je suis rentré et je me suis dit qu'il y avait un marché à créer, un marché innové. Donc cette immigration, je dirais, ce retour de jeunes compétents, talentueux qui existent, parce que les différents pays occidentaux regorgent de ces jeunes africains compétents et talentueux, mais qui ont peur, ce qui est justifié parce que tout pousse à rester. Le système politique, le système économique n'est pas toujours favorable. Mais je suis le spécimen qui est rentré, donc cette immigration n'a pas été pour moi cette immigration, parce que je suis quand même aussi de la nationalité, mais j'ai opté pour une nationalité, j'ai opté pour une orientation, j'ai opté pour une vision, et puis un épanouissement professionnel en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça ne m'empêche pas évidemment de me sentir dans mes débuts et de pouvoir orienter cette vision le monde d'un petit village. Alors, très rapidement aussi sur les problèmes de formation, était-ce le constat d'une carence locale? Oui, je dirais la Côte d'Ivoire regorge de talent. La Côte d'Ivoire regorge de talent, les gens veulent former, mais je pense aussi qu'il y a ce qu'on appelle une orientation et utiliser cette formation. Nous avons quand même subi des problèmes de crise successive, aussi bien à l'université que politique, qui a permis de déstabiliser un petit peu l'information, qui a déstabilisé, pas permis, mais déstabilisé l'information. Mais la Côte d'Ivoire, quand même, reste le pays où les cadres sont reconnus et méritent, où les cadres sont dynamiques, et il suffit d'avoir la vision, et nous sommes les jeunes qui pourront entraîner, comme parmi d'autres, qui vont entraîner d'autres et gagner ce combat de développement, qui est le combat de l'Afrique.